Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de F2 pour débriefer le dernier meeting du côté de l'Arabie Saoudite. Bien entendu, on aura les bleus, les tops et flops sur ce premier week-end de course. On parlera également de deux, trois autres petites choses qui se sont passées pendant ce week-end, en Arabie Saoudite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course. De ce rendez-vous. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ce soit la F2, la F1, la MotoGP ou encore le cyclisme. On commence tout de suite par cette vidéo. Meeting qui n'a pas été facile à suivre en Arabie Saoudite. En plus, moi j'ai vu les courses le soir. Je peux vous dire que la course sprint très compliquée, qualif très compliqué. La course 2, je l'ai vu ce matin, c'était un peu mieux. Mais les deux courses, la qualif et la course sprint, la qualif, elle a duré plus d'1 heure, avec 3 drapeaux rouges, alors, les arrêts hyper longs. Et pareil en course 1, je crois qu'on a fait 11 tours sous safety car, 10 ou 11 tours sous safety car. Dur aussi, hein, c'était un peu violent, c'était des courses pas très linéaires. Par contre, il y a une chose que j'ai appréciée sur ce week-end de course, c'est que j'ai trouvé les bagarres entre les pilotes plus propres que du côté de la Formule 1, où j'ai pas aimé notamment la bagarre Leclerc-Verstappen, mais également Ocon-Alonso. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus clean, même si ils avaient également tous tendance à couper ce virage 2. Et en plus à recevoir que très peu de pénalités en coupant ce virage 2. Bon, ça serait peut-être pas mal de modifier cette première section du côté de Jeddah si on doit retourner à Jeddah pour éviter ce type de problème. Bon, on va bien entendu parler de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. On rappelle le vendredi, avant les qualifications de la course de F2, de ce meeting de F2, eh bien, il y a eu une explosion à 10 km de circuit sur un dépôt de pétrole détenu par Aramco, promoteur du Grand Prix du côté de la Formule 1. Et bien entendu, tous les pilotes de F1 se sont réunis avec les patrons d'équipe et tout genre de situation pour décider de savoir s'il y avait la suite ou non du Grand Prix. Par contre, personne n'a demandé aux pilotes de F2 et aux patrons d'équipe de F2. Alors je sais bien que c'est la Formule 1 qui est prioritaire, mais on aurait pu quand même demander aux pilotes de F2, aux équipes de F2, ce qu'ils pensaient de la décision de la Formule 1. Est-ce qu'ils voulaient continuer ou non ce meeting? Non. On n'a absolument pas demandé. Je trouve ça absolument regrettable à partir du moment où la F2 participe également au spectacle de la Formule 1. Il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie. C'est rare les meetings où il n'y a que la Formule 1 même. Hein. Les grands prix où il n'y a que la Formule 1. Ça fait partie du décorum. Ça fait partie du monde de la Formule 1, la F2 et la F3. Et on leur a absolument pas demandé ce qu'ils voulaient faire. Ils ont dû suivre ce que voulait faire la F1. C'est-à-dire que si les pilotes de F1 avaient décidé on fait grève, Grand Prix annulé, bah la F2 aurait subi ce choix, alors que peut-être que dans les équipes de F2, on voulait rouler. Ça serait sympa de rappeler à la Formule 1 qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie. Il y a également la F2, la F3, et là, on s'est absolument pas intéressé à ces pilotes de ce championnat. On va revenir également sur les problèmes de fiabilité, notamment Théo Pourchaire, hein, qui est un peu frappé par la Shkumun. 2 problèmes moteurs dans le même meeting. C'est incroyable le manque de fiabilité de cette voiture. Alors je sais qu'on est dans les sports mécaniques, vous allez bien, on est dans les sports mécaniques, la casse moteur fait partie intégrante de ce sport et il faut apprendre à vivre avec. Ce qui me pose par contre un problème, c'est qu'on est dans une formule monotype d'accession pour la Formule 1. Quand la fiabilité de la voiture a des grosses conséquences sur le résultat du championnat, ça me pose un problème. Quand il y a des pilotes qui sont un peu niqués leur carrière parce que cette voiture n'est pas assez fiable et parce que cette voiture a un embrayage qui est très difficilement compréhensible, où les bons départs sont très compliqués à réaliser,
ça me pose un problème. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas vous dire si Mick Schumacher est un bon pilote pour une raison extrêmement simple. L'année de son titre en Formule 2, il a pris l'avantage dans beaucoup de courses parce qu'il est l'un des rares à avoir réussi à utiliser l'embrayage. Il n'avait pas forcément un bon rythme de course, non. Il savait juste faire des bons départs, Mick Schumacher. Ça me pose un véritable problème. On a du mal à savoir quelle est la hiérarchie. Même après ce deuxième week-end, il y a des pilotes qui, comme Pourchaire, enquillent les problèmes. C'est un énorme souci. C'est un énorme souci. Et je pense à Dams en 2020 qui avait enquillé les problèmes techniques. En 2020 ou 2021, c'était en 2020. En 2021, ils n'avaient pas été aidés non plus. Pourtant, Dams, ce ne sont pas des branquignoles. ART, ce n'est pas une petite équipe. C'est un énorme problème, quoi. Il y a un moment, on est en F2, on devrait pas avoir... On est sur une formule monotype en plus. On ne devrait pas avoir autant de problèmes techniques. Et ça nuit au championnat. En F3, on a un peu réglé le problème, parce qu'on se souvient des casse-moteurs de Liam Lawson en F3, qui lui avait coûté également une bonne place au championnat, parce qu'il aurait pu se battre avec Pourchaire, avec Logan Sargent pour le titre de F3 cette année-là. Sauf qu'il y avait eu tellement de problèmes techniques qu'il n'avait rien pu faire, Liam Lawson. Et heureusement, Red Bull avait continué à le soutenir derrière. Mais je trouve que ça pose un véritable problème. Et puis on va revenir également sur le dernier problème de ce week-end. Auger et les stands. Lors de la course 1, il y a eu un imbroglio en termes de communication. Vous avez donc un accident, je crois que c'était Douane et je ne sais plus quel autre pilote. Et puis, il y a un premier message derrière le safety car qui dit là, la safety car va passer par la pit lane. Et puis, 15 secondes après, nouveau message de la direction de course qui dit la pit lane est fermée. Voilà. Et avec les drapeaux sur le bord de piste, très facilement visibles, qui indiquaient que la voie des stands était fermée. Pour une raison extrêmement simple, les deux voitures étaient à l'entrée de la voie des stands. Et Dennis Auger, lui, est quand même passé par la voie des stands et donc s'est pris une pénalité de 10 secondes de stop and go suite à cette erreur. C'est le seul pilote qui s'est fait avoir, même si certains pilotes ont discuté avec leur team manager. Je pense que le premier message était une erreur, c'est-à-dire le message disant la voiture de sécurité va passer par la voie des stands, c'était une erreur, vu que l'accident ne se déroulait pas à cet endroit-là. Une erreur qui aurait dû ne pas donner une pénalité à Auger, car il s'était déjà pénalisé lui-même en faisant cette manœuvre, vu qu'il était premier et qu'il est passé 12e. Et on lui rajoute une pénalité de 10 secondes ou un stop and go. C'est un stop and go. Je trouve ça, là aussi, assez lamentable. La FIA fait une erreur. Pour moi, c'est une erreur de la FIA, le premier message. Le pilote a certes fait une erreur aussi. Mais de là à lui mettre 10 secondes stop and go alors qu'il s'est déjà auto-pénalisé, je crois que ça n'avait pas énormément d'intérêt de repénaliser une deuxième fois Auger, même si pour moi le pilote Red Bull Junior Team, Red Bull Junior Academy a fait une erreur. Peut-être également que son équipe aurait dû mieux l'informer à ce moment-là, mais je trouve que c'est déplorable de la part de la FIA de lui avoir mis une autre pénalité. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Théo Pourchaire. Week-end catastrophe. Rien n'a marché pour Théo Pourchaire. Accident en essai libre. Problème moteur en qualification. Course 1 où il part 21e avec un mauvais départ en plus. Course catastrophique, malgré les safety cars, il n'arrive pas à remonter. Et puis course 2, pas de moteur, donc week-end catastrophe. Pour le français, ça lui coûte beaucoup de points au championnat. Lui qui était en tête du championnat n'est plus en tête. Il est désormais
5e de ce championnat. Alors, il a l'avantage, c'est que devant, bon, Drugovich avait fait un mauvais week-end et Liam Lawson a abandonné également en deuxième course. Mais bon, ça fait quand même des points en moins pour le pilote français qui vise le titre. C'est un week-end à oublier pour Théo. Je pense que le niveau de performance n'était pas vraiment là aussi. Alors, outre les problèmes techniques, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de rythme. Mais c'est sûr que ça lui a coûté très cher, cette affaire-là. Et voilà, c'est un peu triste pour le pilote français qui s'est retrouvé en difficulté sur ce premier week-end de course. À lui maintenant de retrouver un petit peu de morale dans un mois du côté d'Imola pour le prochain week-end où il essayera de remonter au top parce que là c'est vrai que ça a été la catastrophe. Du côté de Clément Novalak qui court bien pour la France, hein, Novalak, motorsport.com le met toujours pour la Suisse, il court bien pour la France. Clément Novalak, là aussi, week-end difficile. Alors, en course 1, il finit 11e, mais il y a quand même Jack Doohan qui abandonne, Sargent lors de ce fameux accident, et puis Armstrong également en fin de course. En course longue, il est arrêté trop tard, pour moi. Alors c'était bien de tenter le coup du safety car, mais on va bien vous dire que la stratégie n'a pas marché. Alors il finit devant les deux pilotes Campos et Marino Sato, mais quand même assez loin de la tête de course. Il va falloir trouver du rythme en qualification. Je dirais qu'en course, c'est un petit peu moins problématique pour le pilote français, mais en qualif, il y a un vrai déficit de performance pour le moment, et puis il n'a pas de chance, c'est que le leader du championnat, c'est son équipier aussi. Alors on savait, je savais que la première saison allait être compliquée, certainement pour Clément, parce que il a toujours eu ce problème en qualification, mais je m'attendais quand même à ce qu'il arrive à marquer quelques points là sur ces deux premiers meetings. Pour l'instant, on l'a pas vu, Clément Novalak, ce qui n'est pas forcément bon signe. Je pense que l'un des problèmes de Novalak, c'est la qualif. Il faisait des mauvaises qualifs aussi, parfois l'année dernière en F3, où il y a encore plus il y a 2 ans. Mais l'avantage qu'il avait, c'est qu'en F3, vous pouvez remonter quand même les voitures les unes après les autres, vous pouvez faire des remontées de 10 places. C'est pas possible en F2, il y a trop de perturbations aérodynamiques sur ces voitures-là, et surtout avec les pneus que vous surchauffez très vite, et là Clément Novalak se retrouve tout de suite en difficulté. Donc retrouver du rythme trouver du rythme de qualification sera une priorité pour Clément Novalak s'il veut performer dans les week-ends à venir. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté des pilotes au top, on commence avec Felipe Drugovich, le Brésilien de MP Motorsport. Week-end parfait pour Drugovich. Pole, victoire en feature race, 3e position du côté de la sprint race avec la grille inversée. Pourtant, vraiment, il a été intouchable, surtout sur la feature race. À part peut-être Richard Verschoor, à un moment où on s'est dit, bon, il va peut-être réussir à le menacer, mais il l'a pas menacé très longtemps, Richard Verschoor. En course sprint, il a été prudent en début de course, mais ensuite, une fois qu'il a mis son rythme en place, il était bon. Et puis en qualif, il s'impose quand même en qualification avec 2 dixièmes d'avance. Il a montré également son expérience dans cette catégorie, parce que c'est vrai que course 1 et qualification étaient des courses étaient des sessions avec beaucoup de drapeaux rouges, d'arrêt, et de safety car, donc c'était un petit peu compliqué. Et du côté de la course 2, là aussi, il a géré à perfection ses pneus, il a été très très bon. À un moment, on a cru que Richard Verschoor peut-être arrivera à faire l'overcut, mais ça n'a pas marché. Et donc Drugovich, comme il avait fait un meeting pas mauvais, pas catastrophique, pardon, pas très bien, parce qu'il était dans les flops, je rappelle, la semaine dernière, oui déjà. Mais il n'avait pas fait un week-end non plus catastrophique. Il prend la tête du championnat. Bon, on le savait, il faisait partie des favoris pour le titre. Il confirme après 2 meetings. Et puis il profite également des problèmes, notamment de Théo Pourchaire ou d'un Liam Lawson également qui a dû abandonner en feature race du côté de Jeddah. Donc il prend un petit avantage au championnat sur ses adversaires. Et c'est l'un des rares pilotes
ils sont que deux à avoir marqué des points sur les 4 premières courses de la saison. Et ça, c'est important à signaler. Deuxième pilote au top que j'ai mis sur ce week-end, c'est Liam Lawson, comme la semaine dernière, vainqueur de la Sprinter Race. Peut-être un peu moins performant que lors du premier meeting. En qualif, il y a toujours un petit déficit de performance. Il était, je crois, également 6ème de la qualif à Bahreïn. Là encore 6ème avec 7 dixièmes de retard sur Drugovich. Donc 5 dixièmes sur Richard Verschoor. Par contre, il a été très bon en course 1 où il partait donc 4ème sur la grille de départ. Voilà, il a réussi à vraiment s'imposer là aussi avec une petite marge quand même sur ses adversaires. Dommage ce problème technique en course 2 qui lui coûte pas mal de points parce qu'il était aussi bien remonté à ce moment-là de la course. Donc dommage pour Liam Lawson, le néo-zélandais, mais l'avantage c'est qu'il est deuxième du championnat du monde et puis il montre que ça sera un des hommes forts de ce championnat avec Théo Pourchaire, avec Drugovich. Avec Daruvala également qui a fait un meilleur week-end, même si je pense qu'il manque encore un petit peu de rythme. Enfin voilà, il est dans le match après 2 meetings, Liam Lawson, et très belle performance quand même en Sprinter S où je trouve qu'il avait également un bon rythme et puis il a fait des beaux dépassements également, Liam Lawson, notamment à l'approche du virage 27. On passe au dernier top, c'est Juri Vips. C'est pas l'homme qu'on voit le plus, Juri Vips, depuis le début de saison, mais c'est le deuxième pilote à avoir marqué des points sur les 4 premières courses de l'année. Et ça, c'est important de le signaler, avec une 7ème place à Bahreïn et une 3ème place. 2ème, là, de la Sprinter Race. 10ème de la Feature Race. Bon, voilà, ça se passe bien chez Hightech, chez Juri Vips. Pour Juri Vips, ça se passe très bien. C'est un pilote qui doit se montrer, Juri Vips, parce que lui en Formule 1, c'est pas dit. Il a été soutenu à une époque par Red Bull, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et c'est un pilote qui doit montrer ce qu'il sait faire. Il n'était pas top en qualif, mais en course, il a été très très bon. Sur les 2 courses, je trouve. Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué sur la course 2, mais encore une fois, la régularité est importante dans le championnat, surtout que désormais, on est maintenant à 2 courses et plus à 3. Le fait de ne pas avoir de résultat blanc va avoir son importance. On sait en plus qu'il y a des pilotes qui vont être très irréguliers cette année, voire des pilotes qui auront beaucoup de mal à marquer des points, vu que ce ne sont pas des grands pilotes, on va dire, de monoplace. Donc, il y aura une véritable importance à être sur les podiums et à être régulier pendant toute la saison. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. 2 flops cette semaine. Que de flops, que de bonnet d'âne. J'ai commencé avec Jack Doohan. Non, c'est Mick. Non, Mick Doohan, c'est le pilote de moto. Jack, c'est le pilote de monoplace. C'est son fils. Que dire du week-end de Jack Doohan? Disqualifié en qualification, c'est pas vraiment de sa faute. Univers Tozzi, il n'y avait pas assez d'essence dans la voiture. Et puis, 0 point ce week-end pour le pilote. Enfin, pas 0 point, pardon. Les points de la 9ème place seulement pour le néo-zélandais. Et un début de saison pas top. Lui qui fait partie quand même des prétendants. Pourquoi pas au titre, avec seulement 6 points, malgré une grosse rapidité en qualification. Il n'arrive pas à convertir ça en course. Il y a un rythme, ça c'est clair et net. On sait qu'il y a du talent chez ce pilote. Il a fait la pole à Bahreïn. Là, bon, il fait 3ème avant d'être disqualifié pour manque d'essence. Mais le souci, c'est qu'en course, ça se voit pas des masses. Alors, pas aidé aussi parce qu'il partait loin, mais je pense que en course sprint, il n'avait pas beaucoup de rythme en début de course, et puis ensuite il tape Logan Sargent sur un restart. Là aussi, c'est un peu une faute professionnelle. Les règles des restarts ont changé il y a 2 ans et demi. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des pilotes qui se fassent encore avoir par le fait que des pilotes aillent lentement avant de redémarrer. Voilà, c'est autant on pouvait se faire avoir la première année de cette nouvelle règle. Là, se faire avoir encore aujourd'hui, je trouve que c'est une erreur.
Surtout, pour des pilotes, on parle pas quand même de n'importe quel clampin, on parle quand même des pilotes de Formule 2. Donc, surtout, c'est pas dingue quoi au niveau de Jack Doohan. Moi, je trouve que en termes de rythme de course, il manque quelque chose aujourd'hui. Il manque quelque chose. Quand vous faites aussi bien en qualification derrière, il faut réussir à montrer en course. Peut-être un peu trop offensif, mais aujourd'hui, il n'y a que 6 points. Et pour un pilote qui est quand même soutenu par Alpine, faut se montrer parce que en F3, ils sont quand même pas mal, elle est soutenue par Alpine. Là, donc voilà, vous avez Jack Doohan. Il est plus soutenu par Red Bull, hein, parce que je rappelle qu'au départ, il était soutenu par Red Bull. Alors, c'était pas un soutien complet de Red Bull, c'était un peu compliqué la situation de Jack Doohan, parce que je pense qu'il était surtout soutenu par Red Bull parce que son père, c'est Mick Doohan. Mais il n'y avait pas un soutien vraiment aussi important qu'on peut l'avoir pour Liam Lawson par exemple. C'était un truc un peu particulier pour l'Australien. Et c'est vrai qu'ensuite derrière, c'était pas simple quoi. Vraiment, c'était pas simple pour Jack Doohan. Je continue avec Vesti. Enfin, je termine même avec Vesti. Frédéric Vesti, 19e seulement du championnat, 12e et 18 ce week-end. Pas de rythme pour Frédéric Vesti, ça fait 2 week-ends un petit peu comme ça commence à être inquiétant. C'est un jeune pilote Mercedes, je crois, hein, Vesti. Mais il n'y a pas de rythme pour le pilote danois. Et je trouve que depuis qu'il est mon F3, F2, hein, donc depuis qu'il est sur les circuits de Formule 1, on va dire, dans les antichambres de la Formule 1, c'est pas dingue quand même Vesti. Hein. On attend de voir à quel moment ça va émerger, mais ça n'émerge pas pour le moment. Et ce week-end, il aurait pu être en capacité de se montrer, sauf qu'il ne s'est pas montré. Et ça, c'est un peu dommageable. Vesti, c'est quand même une déception. C'est une déception, je trouve, en ce début de saison. On le prend quand même chez ART, une équipe majeure ces dernières années. Vous avez ART, Prema, Trident aussi désormais. Donc on attend de vous que vous soyez un minimum performant. En 2 meetings, il marque 0 points. Et puis je peux vous dire qu'à Bahreïn, il était hors du coup. Là, ce week-end, c'était un peu mieux, on va dire, mais c'est pas suffisant. Donc il y a un moment, il va falloir là aussi trouver des solutions parce que en F2, on peut se faire sauter beaucoup plus rapidement qu'en Formule 1. Donc vous dire que Vesti, ici, le niveau de performance est vraiment pas là. Chez ART, ils peuvent faire monter un Victor Martins ou ils peuvent faire monter d'autres pilotes hein, de la F3. Donc faut vraiment qu'ils se méfient, hein, Vesti. Hein. Sa place n'est absolument pas assurée. Pour finir cette vidéo, on passe au classement. Classement pilote tout de suite à l'écran avec Drugovich en tête avec 45 points. 11 points d'avance sur Liam Lawson. On retrouve ensuite Richard Verschoor. Jori Vips, Théo Pourchaire qui a 20 points de retard sur Drugovich avec son week-end catastrophe. Il est à égalité avec Daruvala. Clément Novalak, lui, n'a toujours pas marqué de points. Et parmi les pilotes décevants, Jack Doohan seulement 14e. Denis Sauger seulement 12e qui a enfin marqué ses premiers points. C'était lors de cette deuxième course. Et le Belge Amaury Cordel, 20e, qui n'a même pas participé à la deuxième course. En même temps, il avait fracassé sa voiture. Du côté du classement par équipe, c'est Hightech qui est en tête, mais avec 3 points d'avance seulement sur MP Motorsport. On retrouve ensuite Carline qui a 43 points, puis Trident, Prema, ART, donc pour l'instant il n'y a que Théo Pourchaire qui a marqué des points chez ART. On a ensuite Dams, Campos, Van Amersfoort, Racing, pardon, Univir Tozzi qui n'a marqué que 7 points, et Charouz, quant à elle, n'a toujours pas marqué de points, sachant que ce week-end, Charouz n'avait qu'une voiture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir, un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures. Pour un prochain week-end de F2, ça sera du côté d'Imola, du 22 au 24 avril. Donc nous, on fera le débrief 26 ou 27 avril prochain. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.